Aujourd'hui, dans toute une histoire, des histoires d'amour qui finissent mal et poussent des gens au suicide. Je sais que tu souffrais trop. Est-ce qu'une fille méritait que tu t'en ailles comme ça? L'histoire de Michel qui a perdu son fils. Est-ce qu'on doit aller vers son fils et lui dire attention? Je crois que c'est très difficile d'anticiper ce type d'événement, surtout chez les hommes qui ne vont pas communiquer sur leur mal-être. Et aussi l'histoire de Marielle et Annie qui ont perdu leur mari. Vous vous sentez responsable de cette mort, bien sûr. C'est un peu pareil, c'est un peu la culpabilité, la colère. C'est difficile à vivre quoi qu'il arrive. Et enfin les histoires de Nadine et Bruno qui ont tenté de mettre fin à leur jour. J'ai pensé que tu étais un peu égoïste parce que tu nous avais oubliés. C'est vrai qu'aucunement j'ai pu penser que vous aviez besoin de moi et ça, je vous en demande pardon. Même si vous avez traversé des moments difficiles, il y aura quand même des moments de bonheur à prendre. De toute façon, tant que je suis pas mort, je suis encore en vie. Yes. Donc... Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Et bienvenue sur le plateau Toute une histoire, Mourir d'aimer. Ce sont les paroles d'une célèbre chanson de Charles Aznavour et c'est précisément le thème de notre émission d'aujourd'hui. À tous, ou presque, il nous est arrivé de souffrir terriblement après une peine de cœur, mais d'y survivre et de savoir ensuite aimer à nouveau. Alors pourquoi certains décident d'abandonner la vie? Parce que l'être aimé ne les aime plus, sans se donner une nouvelle chance. Pourquoi certains choisissent de ne plus exister sous prétexte que leur amour n'existe plus? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, je reçois ceux et celles qui ont tenté de se suicider par amour, mais aussi ceux qui restent, des parents qui ont perdu leur enfant, des conjoints en deuil. Tous ressentent de la culpabilité ou de la colère, souvent les deux. Il y a 2 mois, le fils de Michel s'est donné la mort, 2 mois seulement, parce que sa petite amie avait rompu. Michel est seule face à cette douleur. Elle ne peut accepter que son fils soit suicidé par amour. Il me dit qu'il s'est amusé, là. Il a passé des bons moments avec les copains, c'était important pour lui. Et en même temps, je vois cette corde et cet arbre et je me dis que c'est terrible. Et je peux pas imaginer que ce soit le dernier coin de ciel qu'il ait vu avant de sauter dans le vide. Le 7 octobre dernier, c'est dans ce jardin qu'Alexandre, le fils de Michel, a décidé de mettre fin à ses jours par pendaison. Il avait 25 ans. Sa petite amie venait de le quitter 8 jours avant. Alexandre n'a pas supporté cette rupture. Quand j'ai appris que la relation d'Alexandre avec son ex-petite amie était terminée, alors je lui ai envoyé un SMS et je lui ai dit « Je ne veux pas que tu te mettes dans tous tes états pour une jeune fille. Certes, tu l'aimais, mais je pense que ce n'est pas la jeune fille avec laquelle tu allais faire toute ta vie. » J'ai été rassurée parce qu'Alexandre m'a répondu presque immédiatement par un autre SMS en me disant « Merci maman, gros bisous, ne t'inquiète pas. » Michel se souvient du jour où elle a appris le suicide de son fils. On attendait Alexandre qui voulait venir manger à la maison et on était très heureux, la table était prête. Alexandre n'est pas arrivé, donc finalement j'ai décidé d'aller faire les courses que j'avais prévues en espérant avoir de ses nouvelles. Comme j'avais laissé mon téléphone dans la voiture, je le prends et là, je vois que j'ai un appel en absence et je vois que c'est ma fille. Je l'appelle tout de suite et je lui dis « Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi » Alors elle me dit « Maman, Alexandre est mort, Alexandre s'est pendu ». Tout de suite, j'ai fait le lien avec la rupture sentimentale. Je me suis dit « Alexandre n'a pas supporté la rupture, il aimait profondément cette fille et voilà, maintenant il est mort d'avoir trop aimé ». Depuis la mort de son fils, il y a 1 mois et demi, Michel se déplace tous les jours au cimetière. Elle ressent régulièrement le besoin de parler à Alexandre. Bonjour mon petit bonhomme. Si seulement tu avais pu attendre un petit peu, je suis sûre qu'un jour tu aurais rencontré une jolie jeune fille qui aurait été la fille de toute ta vie. Je sais que tu souffrais trop et que pour toi c'était sans doute une délivrance. Est-ce qu'une fille méritait que tu t'en ailles comme ça? J'arrive pas à imaginer que je reverrai plus mon fils, que je pourrais pas le toucher, que je pourrais pas l'embrasser. Je suis amputée. Alors je pense aussi à la culpabilité que doit avoir l'ex-amie d'Alexandre. Ça va être difficile pour elle de se reconstruire après ça. Difficile. Et parfois je me dis que c'est peut-être
le juste retour des choses si c'est difficile pour elle. Mais si mon fils l'a aimé, je dois respecter ces sentiments-là pour le souvenir de mon fils. Respecter ce sentiment-là, ça signifie quoi? Eh bien, je ne veux pas penser du mal de cette jeune fille. Je m'interdis tout propos qui soit Responsabilisant? Oui. Parce que Alexandre l'aimait. Je ne connais pas exactement leur histoire. Enfin, je n'étais pas dans l'intimité du couple, forcément. Donc, je respecte. Pour la mémoire de mon fils, je ne veux pas salir cette jeune fille. Il avait déjà fait des tentatives de suicide, votre fils, auparavant? Oui, Alexandre avait fait une première tentative en 2003, suite à une première rupture. Et c'était là ce qu'on a coutume de dire un appel au secours. Et donc, il a avalé des comprimés, mais il a appelé tout de suite ses copains pompiers. Et il a été hospitalisé, soigné. Et on a pensé que ça irait mieux, parce qu'il reprenait goût à la vie. Et en fait... En fait, la deuxième fois, ce n'était plus un appel au secours. Parce que quand on se pend, c'est qu'on ne se laisse aucune chance. Aucune chance, aucune chance. Il avait quel âge? 25 ans. Bruno, en l'espace de 4 ans, bonjour. Bonjour. Vous avez fait 4 tentatives de suicide. C'est aussi à cause d'une histoire d'amour? Oui. Avec qui? Avec une amie, Mélanie. Mais c'était un amour à sens unique, en fait. C'est-à-dire que vous l'aimez? Je l'aimais. Elle m'aimait de façon platonique. Et alors, c'était trop insupportable, au point de ne plus vouloir aimer la vie? Bah, quand elle est partie, oui. Oui. Quand elle est partie avec quelqu'un d'autre, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre? Bah, quand elle est partie, oui, voilà, quoi. Vivre une autre histoire d'amour. 4 tentatives de suicide. Bruno, comment vous allez aujourd'hui? Je suis toujours dans le même état aujourd'hui. Et cette femme, vous l'aimez encore? Toujours, ouais. Elle le sait? Non. Vous avez quel âge aujourd'hui, jeune homme? 27 ans. Oui. On va en parler avec tous nos invités. Nadine, votre mari vous a quitté après presque 30 ans de mariage. Alors là, ça vous a énormément surpris, puis ça vous a complètement désarmé aussi. Vous avez tenté de vous suicider, vous aussi? Oui, 3 fois aussi, par médicaments. Et aujourd'hui, avec le recul, quand vous regardez tout ce que vous avez fait? C'est une grosse erreur. Une très grosse erreur de le faire. Vous auriez pu partir, et aujourd'hui, vous êtes contente d'être restée? Oh oui. Et l'amour? Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'espère faire quelque chose. Vous pensiez qu'il n'était plus possible d'aimer après que votre mari soit parti? Oui. Ben, la preuve du contraire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes amoureuse. Oui, je suis amoureuse et je suis fière de l'être. Je vous présente également Annie qui est avec nous. Bonjour Annie. Vous avez rompu avec votre mari après 26 années de vie commune. Là aussi, c'était un vrai bail, après en avoir discuté avec lui. Et puis 3 heures après avoir reçu la lettre du divorce, il a mis fin à ses jours. Et vous vous sentez responsable de cette mort, bien sûr. Vous vous sentez même criminel? Criminel, oui. Je trouve que vous mettez la barre un peu haut, si je peux me permettre. Non. Mais c'est tout à fait le terme. J'assume complètement ce terme. J'ai l'impression de lui avoir mis dans la main les médicaments qu'il s'est avalé, quoi. On a le droit de quitter un homme ou une femme quand on ne l'aime plus? Je le sais, oui, mais bon, c'est... Qu'auriez-vous pu faire d'autre? Rester pour rester? Non. J'étais restée plusieurs années à ses côtés et la vie devenait insupportable. Donc je ne pouvais plus du tout être à ses côtés. Et voilà. Et la culpabilité aussi d'avoir retiré à mes filles leur père. Je pense que c'est surtout ça qui... Voilà. Qu'en pensez-vous, Marielle, vous? C'est un peu pareil, c'est un peu la culpabilité, la colère. C'est difficile à vivre quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que chez vous, c'est plus la colère que la culpabilité. La colère, oui. Que votre... Ne pas avoir compris ce geste et être, en colère. La rage, la haine. Et vous vous sentez criminel, vous aussi, comme votre voisine? Non. Vous aussi, votre compagnon s'est suicidé? Oui. Mais vous n'avez pas la même vision des choses. Heureusement, ça permet d'enrichir la discussion. J'espère de tous nous éclairer sur ces sujets qui sont si importants. Et puis Valentine également nous donnera son point de vue. Bonjour Valentine. Vous avez perdu votre frère. Il s'est suicidé à quel âge? À presque 30 ans. Par amour? Par amour. Qu'est-ce que vous comprenez de ce geste? Ça vous met dans quel état, vous? Ça m'énerve. Je lui en veux énormément. Parce qu'il a traversé des choses bien plus difficiles qu'une peine de cœur dans sa vie. Et qu'est-ce que vous savez de l'amour, vous, à votre âge? Je pense que j'ai une petite expérience quand même si je suis jeune. De rupture amoureuse aussi? Aussi.
Vous pensez qu'on peut s'en remettre? Qu'on doit s'en remettre? Je pense qu'on est capable de se remettre de beaucoup de choses. Au moins pour les autres. Alors évidemment, il y a des natures qui sont peut-être plus fragiles ou plus solides que d'autres. On verra ça avec vous. Est-ce que votre fils était fragile? Il était sensible en tout cas. Était-il fragile? Mon fils était hypersensible, une sensibilité exacerbée. C'était quelqu'un extrêmement sensible, tout le touchait. Je remarquais par exemple que quand on se disait au revoir sur le pas de la porte, j'essayais de lui transmettre mon amour en lui pressant la joue, le cou. Et tout de suite, il avait des trémolos dans la voix en me disant « Maman, je t'aime ». Et je me disais « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est sensible, ça me faisait du mal ». Cette histoire d'amour dans laquelle il était, qui l'a conduit là où on le sait, elle avait commencé longtemps auparavant? C'était une histoire... C'est une histoire qui avait 1 an et demi. Mais Alexandre était un garçon qui était fidèle dans ses histoires. La première histoire en 2003 qui l'avait conduit à une tentative de suicide, c'était une jeune fille qu'il connaissait depuis longtemps aussi. Et Alexandre avait toujours des projets d'installation, de vie commune, d'enfants aussi, avec la dernière. Enfin, en tout cas, lui, c'est ce qu'il pensait. Donc c'était pour la vie, pour lui, c'était la grande relation. Exactement. Et au bout d'1 an et demi, cette femme a rompu. Oui. Elle ne l'aimait plus, ce qui était évidemment un droit dans la vie. Tout à fait. Ça, je comprends parfaitement que des couples se séparent, qu'il y ait des raisons X ou Y, ça je le comprends. Mais par contre, peut-être qu'il y a une façon de rompre. Alors, Alexandre était pompier. Alexandre a fait une garde. Il est revenu le matin après une garde de 24 heures. Il s'est couché. Et de ce qui m'a été rapporté, il a été réveillé au bout de 2 heures. Et elle lui a dit que c'était fini entre eux. Elle l'a réveillé pour lui dire cela? Je ne voudrais pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Il s'est réveillé ou elle l'a réveillé et elle lui a dit « Bon, l'histoire, c'est fini entre nous maintenant, tu t'en vas ». Et en plus, il était hébergé momentanément par les parents de cette jeune fille parce qu'il était en attente d'un appartement qui devait arriver quasiment le week-end où il s'est suicidé. Et il n'a rien vu venir? Je ne crois pas qu'il ait... Parfois, il y avait des hauts et des bas dans le couple, comme il y en a dans tous les couples, mais... lui, il avait vraiment envie de cette jeune fille et de rester avec elle. Et vous, avec votre regard de mère et votre intuition de mère, vous pensiez que c'était un couple solide qui pouvait fonctionner? Je voyais un décalage parce que je sentais qu'Alexandre était investi totalement et la jeune fille beaucoup moins. Et je me disais, là, il y a un décalage, effectivement. La première fois qu'il avait fait une TS, déjà, c'était après une rupture. Est-ce que vous n'étiez pas un peu dans la crainte, en me mettant à votre place, connaissant la sensibilité de votre fils, de vous dire qu'il va... Est-ce que vous en avez essayé d'en parler avec lui? Ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas voulu réveiller? C'est-à-dire qu'après après la première tentative de suicide, quand il a recommencé à vivre, qu'il a travaillé, qu'il souriait, qu'il s'amusait, je me suis dit, bon, c'est bien, il rencontre quelqu'un d'autre, donc il y a une pulsion de vie, il y a de l'espérance, donc ça va aller. Et quand il s'est retrouvé seul cette semaine avant de mourir, il a dit à des amis, j'ai perdu ma dignité. Il semblerait que pour lui, c'était quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que ça a à voir avec la dignité, Sabrina? Pas grand-chose. Ah non. Pas grand-chose. Et là, ce que vous expliquez, ce qui est très important, je crois, pour commencer dans ces explications, c'est qu'en fait, il y a toujours un mal-être profond chez la personne qui tente de mettre fin à ses jours. Et c'est ce que vous racontez, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu une première TS avant. Oui. Voilà. Donc il y a un mal-être profond, et c'est vrai qu'une relation peut insuffler, comme vous l'avez dit si justement, de la vie, des pulsions de vie, atténuer ce mal-être. Et malheureusement, quand cette relation se termine, eh bien, la personne revient à un état initial. Le mal-être qui était là revient. Voilà, mais alors comment faire quand on est une maman et quand on voit son fils qui a connu des moments durs? Est-ce qu'on doit aller vers son fils et lui dire attention? Ou est-ce qu'on doit faire confiance à la vie? C'est dur, hein? Je crois que c'est très difficile d'anticiper ce type d'événement, surtout pour les proches, que ce soit dans le cas de suicide, entre guillemets, par amour ou autre. C'est très difficile d'anticiper, bien qu'il y ait toujours de la culpabilité, c'est normal. La colère, parfois? Non. Non. Vis-à-vis d'Alexandre, aucune colère, non, absolument pas. Je comprends, même si c'est excessivement douloureux, je comprends son geste en me disant que c'est la seule solution qu'il ait trouvée pour calmer son chagrin. C'était la seule porte de sortie qu'il ait trouvée. On dit parfois que le suicide, c'est une question de 10 minutes, un quart d'heure. Je pense que
peut-être dans les 5 minutes précédentes, il ne savait pas qu'il allait le faire. Où il a trouvé cette corde, par exemple? C'est quelque chose qui Alors, c'est une corde qui était déjà pendue, suspendue à cet arbre-là. Il y avait un anneau et une balancelle dans le jardin, en fait. Et Alexandre, en tant que pompier, savait très bien grimper aux arbres. Et donc, il a utilisé son mousqueton et il s'est jeté dans le vide. Le fait de se tuer par amour, ça vous inspire quoi? J'ai envie de dire qu'avec mon recul de femme adulte, avec un certain vécu, quand même, je me dis que ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Mais quand c'est la tragédie, hein, oui, à l'ancienne. Tout à fait. Mais en même temps, je me dis que celui qui est dans l'amour, c'est tellement important pour lui qu'il ne trouve pas d'autre issue. Je comprends et en même temps, ça me bouleverse. Est-ce que vos parents vous tentent de vous raisonner, Bruno, pour essayer de vous détourner de vos idées suicidaires? Mes parents, ils ne comprennent pas, en fait. Ils ont beaucoup de mal. Alors, ils m'aident comme ils peuvent. Ils m'aident dans la vie quotidienne. C'est leur façon d'être présent, quoi. Mais ils comprennent pas ce que je ressens. Je crois qu'ils savent même pas pourquoi je tente de me suicider. Donc. Non, vous avez même pas parlé de ça ensemble? Non. Est-ce que vous avez essayé d'aller voir quelqu'un, un thérapeute à l'extérieur de la famille, pour pouvoir parler de tout ce que vous avez sur le cœur, comme vous allez faire aujourd'hui? Je suis suivi, ouais. Je vois un psychiatre, un psychologue, tout ce qu'il faut. Ça vous aide pas à tenir le coup, enfin à traverser ce moment-là? Non. Ça fait combien de temps que vous avez des idées suicidaires maintenant? Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Et ça continue aujourd'hui? Oui. On va regarder ce reportage pour essayer de comprendre ceux qui décident de partir à travers votre témoignage, Bruno. Et je vous conjure d'un truc, c'est rester avec nous. Depuis 6 ans, vous êtes donc amoureux d'une jeune femme qui ne vous aime pas en retour. Ça arrive dans la vie. À votre grand regret, elle ne vous considère que comme un ami. Et ça vous plonge donc dans cet état de désespoir et qui vous conduit régulièrement à des tentatives de suicide. J'espère que la dernière était la dernière. On y est assassiné par sa tendre romance, espère ton regard disparu à jamais. Seule certitude reste en mon cœur vidé, la chaleur de ce temps passé auprès de toi. Mélanie, c'était la première fille que j'ai aimée et je crois que ce sera la seule. J'avais besoin d'être auprès d'elle, même si je savais comment ça allait se finir de toute façon. Entre nous, donc, c'était une relation très difficile, très ambiguë, un amour à sens unique. Depuis 6 ans, Bruno est amoureux de Mélanie, mais elle l'a toujours considéré comme un simple ami. Ils ne se voient plus depuis 4 ans et pourtant Bruno ne parvient pas à l'oublier. À travers ses dessins, il exprime son mal-être. L'absence de Mélanie et son amour pour elle l'ont conduit à faire 4 tentatives de suicide. J'ai tenté de m'ouvrir les veines, c'est ce que je fais le plus souvent. Sinon, j'ai déjà essayé plusieurs fois avec des médicaments. Quand je fais une vraie TS, je sens que tout est fini. Et puis, évidemment, après, quelques heures après, ou alors le lendemain, quand je me réveille, je me rends compte que ça n'a pas marché. Donc là, je suis déçu. Je me dis que je voudrais partir pour plus souffrir. Pour plus avoir à penser à Mélanie. Bon, je pense pas à mon entourage, mes amis, ma famille. J'y pense très peu. Je crois que c'est un moment très égoïste, effectivement. Inquiet pour Bruno, ses amis tentent régulièrement de le raisonner. Il faut que tu te prennes des décisions, que tu te prennes en main. Tu te dis, voilà, maintenant je laisse tomber, maintenant je me prends en main. J'ai envie de m'en sortir. T'as des projets à côté, lance-toi à fond là-dedans et puis pour te sortir complètement de cette Mélanie, quoi. Qu'est-ce que t'attends de la vie, en fait? J'attends plus rien. Voilà, tu te fais du mal à toi et puis tu fais du mal aux autres. Et c'est ça le problème, c'est que les gens que j'aime, si tu veux, je les aime pour la vie. Et Mélanie, je l'ai aimée comme ça et mon sentiment, il peut pas changer. Aujourd'hui, pour moi, la vie n'a plus vraiment de raison, n'a plus de sens. J'ai donc plus aucune volonté de faire quoi que ce soit, j'ai plus d'ambition, j'ai plus envie de rien. J'aimerais qu'on me laisse partir tranquillement, quoi, maintenant. Qu'elle ne le sache pas, et puis qu'on me laisse mourir, qu'on ne m'oblige pas à survivre comme on le fait. Et voilà, quoi.
Mais pourquoi exactement? C'est trop dur la vie? C'est trop une souffrance quotidienne? Oui, il y a vraiment un manque. Il y a une nostalgie qui est permanente. Je repense tout le temps à ces moments. Avec elle? Avec elle, oui. Où tout était encore possible? Oui, enfin, possible entre guillemets, ouais, parce que c'était quand même très dur. Non, parce qu'aujourd'hui, elle est en couple. Je vous dis les choses parce je pense qu'il faut les dire concrètement pour pouvoir les accepter et pouvoir les dépasser. D'abord, je trouve que vous avez un talent hallucinant, plastiquement. Je m'intéresse pas mal aux arts plastiques. Je trouve que vous avez fait de très, très beaux dessins, donc vous avez beaucoup de choses à dire. Vos textes sont très, très émouvants aussi. Donc, je ne pense pas que votre vie soit terminée, Bruno, que vous avez encore beaucoup de choses à faire. Disons que tout ce que je fais, en fait, à la base, je voulais le faire pour elle. Donc, sachant qu'aujourd'hui, elle ne verra jamais ce que je fais. Ben, elle le verra peut-être aujourd'hui, hein? Non. Bah si, aujourd'hui. Non, parce qu'elle est plus en France aujourd'hui. Sinon, je passerai pas, je serai pas là. Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle sache que vous souffrez à ce point? Parce qu'elle culpabiliserait. Mais si vous vous suicidez, elle culpabilisera encore plus, parce qu'elle le saura forcément. Pas spécialement. Ah, moi je pense qu'elle le saura. Et que la culpabilité sera pire que tout, pour elle. En fait, c'est cette idée d'idéaliser l'amour et de se dire qu'après cet amour-là, il n'y en a plus d'autres possibles qu'il faut que vous franchissiez. Et l'idée qu'une jeune femme puisse voir vos dessins aujourd'hui, être très émue par ses dessins et vouloir entrer en contact avec vous, par exemple. Ça donne la patate, ça, non? Bah, pourquoi pas, ouais, mais autant que je prévienne, ça deviendra une copine, c'est tout, quoi. C'est fou, ça, hein, que ce jeune homme ne se donne pas la chance de pouvoir aimer et avoir une autre relation d'amour. Il y a vraiment une fixation, hein, une idéalisation certainement justement de cette jeune fille là, et de cette relation que vous avez eue, qui n'était certainement pas aussi idyllique que ce que vous vous représentez aujourd'hui dans votre esprit. Aujourd'hui, Bruno prend beaucoup de médicaments, neuroleptiques, anxiolytiques. Oui, antidépresseurs, un neuroleptique, un anti-anxiolytique, oui. Vous avez l'impression que ça vous apaise? Je sais plus, maintenant que ça fait 4 ans que je prends des médicaments. Je les prends pour éviter que ça n'aille plus mal encore, parce que je ne sais pas ce que ça ferait si je ne les prenais pas. Comment faire pour dépasser cet amour qui a été idéalisé, pour pouvoir arrêter de fixer sur cette jeune femme et pouvoir regarder les autres? En général, ça passe par la compréhension justement de cette fixation. C'est-à-dire pourquoi on s'est fixé sur cette personne à ce moment donné. Vous aviez donc 21 ans, donc jeune adulte. Vous sortiez de l'adolescence, donc c'est un moment où il faut s'affirmer en tant qu'homme aussi. Hein, on sort finalement de l'enfance, adolescence. Il faut s'affirmer en tant qu'homme. Et cette jeune femme, certainement, est venue là, à un moment particulier de votre vie. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous vous fixez aussi. On ne se fixe pas seulement sur une personne, mais aussi sur un moment de vie. Ah mais ça, j'en suis parfaitement conscient. Et je me dis souvent que si ça n'avait pas été Mélanie, ça aurait pu en être une autre. Mais c'est quand même elle, quand même. Bah, en tout cas, c'était elle. Oui. Il va falloir passer à autre chose. Que vous évoquez ces réactions, c'est Bruno qui ne se sort pas de cette situation, Marielle? J'ai beaucoup de mal à comprendre, en fait. J'ai de la colère parce qu'il faut vivre et que voilà... on doit vivre et puis il n'y a pas moyen de se donner la mort, c'est inconcevable. Non, mais de toute façon, tant que je ne suis pas mort, je suis encore en vie. Yes. Donc, ces moments-là, tant que je ne fais pas de TS, je continue à vivre, à sortir, à être avec les copains. Et puisqu'on est dans les phrases... Je suis très vivant. Évidente au bon sens du terme, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir alors aussi. Peut-être, oui. Sans doute. Moi, je sens beaucoup de vie en tout cas en vous, hein, Bruno. Hein. On va regarder quelques images que nous a apportées Marielle aujourd'hui. Votre compagnon s'est suicidé. Vous étiez en couple depuis combien de temps avec Cédric? 5 ans. Rien n'aurait laissé croire que votre compagnon, en tout cas, en arriverait là. C'était une vie de famille épanouie. Regardez comment on atteste ces images que vous nous avez apportées. Petit pépère, toujours les mains croisées.
Elle est belle avec son papa. Fort. J'ai vu les images hier soir en préparant cette émission, je me suis dit vraiment ce sont les images du bonheur quoi là. On n'a pas l'impression de voir quelqu'un avec des pulsions suicidaires, on voit quelqu'un heureux. Heureux, oui, tout à fait sain d'esprit, de corps. Très bien. affectueux, avec des gestes naturels. Son fils, c'était toute sa vie, moi pareil, et voilà. Qui de vous deux a émis l'idée de la séparation? Lui, un mois avant, et puis j'essaie... Lui, c'est-à-dire un mois avant, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'on vivait plus en colocataire qu'en amoureux, et que on ferait peut-être bien de se séparer, ça pouvait être positif vu qu'on ne s'entendait plus trop, on ne se disputait pas mais on ne se parlait plus, il n'y avait plus de communication, il y avait de moins en moins d'atomes crochus entre nous et il avait émis l'idée un mois avant de se suicider, et puis très peu d'évolution en un mois entre nous, donc oui, c'est moi qui lui ai dit, écoute, on va... Vous lui avez dit, écoute, il y a un mois tu m'as dit que aujourd'hui j'y réfléchis, je pense que tu as raison. Oui. On va se séparer, c'était le soir. Le soir, on en a discuté jusqu'à 3 h du matin. Il devait travailler le lendemain et puis on est allé dormir et puis on devait discuter le lendemain pour ce que j'appelle les modalités de séparation. On avait un petit garçon, Cédric était français, moi je suis de Belgique, donc qu'allait-on faire? Allait-il retourner en France, continuer à vivre géographiquement, comment faire pour que les deux parents puissent voir l'enfant? Enfin, rien ne vous laissait présager que le lendemain il se passerait quelque chose de terrible. Vous n'avez pas vu un comportement que vous le connaissiez bien? Oui, non, rien. Rien de spécial? Rien du tout. Quand est-ce que vous avez constaté sa disparition? Quand je me suis levée à 9h30 le matin avec Louis, il y avait un petit papier sur la table, une petite lettre qui ne voulait pas dire grand-chose. C'était une lettre de remerciement. C'est ce que vous avez dans les mains? C'est ce que j'ai dans les mains, oui, qui se termine par je vous aime et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Donc c'est... Et avant cela, il dit des choses qui pourraient laisser entendre qu'il veut quitter la vie? Non. Sans entrer dans votre intimité? Non, non, il souhaite remercier tous ceux qui l'ont aimé en France, ceux qui l'ont accueilli en Belgique. Il souhaite qu'on prenne soin de sa sœur, qu'elle devienne quelqu'un de bien, qu'elle termine ses études, qu'elle s'épanouisse. Il me remercie de lui avoir fait connaître les joies de la paternité. C'est une lettre heureuse, en fait. Mais faire autant de vœux dans une seule lettre comme cela, ça doit quand même être assez inquiétant quand on la lit, non? Très inquiétant, très inquiétant. Et toutes ces affaires étaient à la maison. Et puis en rangeant la maison, j'ai déposé les langes de Louis dans la véranda et j'ai vu que la lumière était allumée dans l'atelier. J'ai compris. Là, à ce moment-là, je savais. Quelle a été votre première réaction? La colère, les insultes. Et puis est venue la colère, la rage, les insultes. Quoi, genre? Genre, t'es un con, t'es un connard, enfin, toutes les insultes que je connaissais, je pense, sont sorties à ce moment-là. Vous l'aimiez encore? Oui. C'est ça qui est dur, oui. C'est que oui. Lui aussi? Oui. Visiblement? Visiblement, oui. Visiblement, oui. Comment a-t-il mis fin à ses jours? Par pendaison aussi. C'est définitif, la pendaison, c'est... Pour pas se rater. Pour quelle raison vous lui en avez voulu? Pour son fils, déjà. Pour son fils, ça, je peux pas, je l'accepte pas. Il a abandonné son gamin d'1 an et 4 mois à l'époque. Et là, je peux pas le comprendre. Vous avez été vraiment surprise par ce Oui, geste? ah oui, totalement, oui. C'était inimaginable pour vous? Inconcevable, oui. Je pensais jamais qu'il aurait pu faire ça, jamais. Je trouve ça terrible, Sabrina, de ne pas voir que son amoureux, le père de ses enfants, qu'il ne l'ait rien laissé transparaître. Cela arrive souvent?
Ça n'arrive pas très souvent, en fait, ce genre de cas. Mais là, je dirais, enfin, je peux supposer que la lettre qu'il vous a laissée fait partie, quelque part, de pensées un peu délirantes, qui irait dans le sens où il s'est dit à un moment, ma présence peut leur faire du mal. C'est à cause de moi qu'ils pourraient être malheureux. Hein. Je ne dis pas avoir des gestes violents ou autres. Hein. C'est la séparation, par exemple. Voilà. J'abandonne moi-même mon fils la famille, dû à la mon séparation. Projet. Oui. Voilà. Et oui. Voilà. On parle beaucoup de culpabilité, on parle moins de colère après un suicide. Vous n'avez jamais connu la colère vis-à-vis de votre fils? Non. Jamais, pas un instant. Vous jamais vis-à-vis de votre ex-mari? Absolument pas. Non, même pas aujourd'hui encore? Ah oui, encore aujourd'hui, non. Vous, Valentine, oui, en revanche, vis-à-vis de votre frère? Bah, de son vivant, j'avais jamais ressenti de colère pour lui, mais depuis qu'il a fait ça, oui. La colère, bien sûr. Malgré que je pense que cet acte est un acte de désespoir, mais est un acte courageux. Je veux dire, il faut le vouloir. Je veux dire, il a préparé la corde, il est monté sur la chaise. Quelque part, il a été courageux en le faisant, mais d'une lâcheté monstrueuse de ne pas avoir pensé à nous. Vous ne culpabilisez pas? Si. Aussi? Si, aussi. Et je crois que la plus grosse partie de mon deuil sera faite le jour où j'arriverai à ne plus culpabiliser autant. Comment réagissez-vous au témoignage de Marielle qui en veut à son ex de s'être suicidé? Ça vous choque? Non, par contre, je voulais réagir sur la vidéo. Moi, je suis incapable, encore à l'heure actuelle, de voir mon mari sur une vidéo. J'ai vu sur la sucette le mot papa, et ça m'a... C'était il y a combien de temps? C'est terrible pour moi. Ce suicide, ça fait 2 mois. 2 ans, pardon, je m'excuse. Oui, 2 ans. 2 ans qui ressemblent à 2 mois? Oui. C'est vous qui l'avez quitté? Pardon? C'est vous qui l'avez quitté? Oui, c'est moi, oui. Donc, je suis allée voir l'avocate et je pense que c'est un peu similaire au témoignage de Marielle. Nous en avions discuté 4 jours auparavant. Mon mari paraissait accepter la situation. Il était très calme, il était serein. On a pu discuter, c'est pareil, de cette séparation qui restait, prenait la maison, les voitures, enfin, des choses d'ordre matériel. Mes filles étaient là. C'est vrai que l'ambiance était très... on pleurait tous. Et puis, il paraissait avoir accepté cette situation. Et quand il a reçu la lettre de confirmation de ma demande de divorce, il est rentré dans une colère folle. C'était quelqu'un d'assez violent. Donc, violent avec vous? Voilà, pardon. Violent avec vous? Bien sûr, oui. Physiquement? Donc, oui. Combien de temps vous avez vécu avec cet homme? 26 ans. Vous le saviez, suicidaire? Donc, des 10 dernières années très difficiles. Il était temps que ça cesse pour vous? Vous pensiez avoir trouvé les bonnes modalités? Vous aviez l'impression qu'il avait accepté? Voilà. Qu'il avait accepté la chose? Où est-ce que vous étiez au moment du drame? Moi, j'étais à l'extérieur de la maison. Et puis, donc la lettre est arrivée à 12h30 et mon mari, ma fille aînée, est rentrée à la maison et a découvert son père affaissé sur le bureau. Et donc, elle est venue me chercher dans le jardin. En fait, ça s'est passé vraiment à quelques mètres de moi, sans aucun appel au secours. Et ça, c'est aussi très terrible pour moi. Il était à son bureau, oui. Que vous n'ayez pas pu avoir une chance de le sauver? Peut-être que si j'étais... C'est pour ça que la culpabilité aussi. Je pense que si j'étais rentrée dans la maison, effectivement, j'aurais peut-être pu... mais lui ne vous a pas appelé. Donc non, absolument pas. Vous n'avez pas répondu à son appel, si j'ose dire. Pas du tout. Il avait la lettre de divorce devant lui? Oui, entouré... avec le consentement mutuel. Donc, l'avocate lui parlait de consentement mutuel et il a entouré consentement mutuel. Enfin, il a laissé une lettre à mes filles et à moi et il était en train d'écrire qu'il ne fallait absolument pas le critiquer, absolument pas le juger et que la vie était peut-être la seule chose dont on était l'unique propriétaire. Donc, il se sentait... ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on est véritablement propriétaire de sa vie quand on a une femme et des enfants? Eh bien oui. Est-ce qu'on l'est encore? Lui, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de sa culpabilité? De celle que pourraient connaître vos parents, véritablement, ou vraisemblablement? Ou votre ex, ou vos proches, si vous partiez? Je pense que personne n'a à se sentir coupable. Enfin, Mais c'est pas le tribunal qui le décide, c'est les pires sentences, c'est celles qu'on se donne à soi-même, quoi. Ouais. Et c'est la plupart du temps, Sabrina. Ça, il y a une vraie dimension dans tout suicide. En m'agressant,
j'agresse l'autre. Voilà. Ça, c'est vrai pour tous les suicides, toutes les causes. Parce que, voilà, la personne sait très bien, quand elle se suicide... Que ça va faire des dégâts. Que ça va faire des dégâts. On entend parfois des gens faire des chantages au suicide en disant « et si je me suicidais, et si je me suicidais ?» Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Des appels au secours qui nécessitent une prise en charge. À partir du moment où c'est prononcé, il faut une prise en charge, vous pensez? Oui. Nous avons Marielle et Annie dont les conjoints sont suicidés, à toutes les deux, et qui ne réagissent pas de la même façon. Marielle est très en colère, vous l'êtes moins. Alors peut-être qu'on peut se dire que vous avez votre enfant élevé, que vos filles sont grandes déjà, et que ça change des choses. Là, vous allez très loin, vous dites « je me sens criminel ». Alors vraiment, alors, on n'a pas le droit de vous dire « on ne vous laisse pas dire ça », mais franchement, on le pense quand même. Ah oui, ça ne vous fait pas sourire, hein? Non. Non. Même 2 ans après? Même 2 ans après, non, j'ai vraiment énormément de mal. Et la culpabilité d'avoir retiré, enfin, c'est énorme d'avoir retiré le père à mes enfants. Ça, c'est vraiment un truc... Mais vous ne l'avez pas retiré, hein? Comment? Mais si, moi j'ai l'impression de leur avoir... Non, vous ne l'avez pas retiré. Vous n'êtes pas responsable des actes de votre... Qui est un acte égoïste. Je suis à l'origine, quand même. Qui est un acte égoïste, en tout cas qui est un acte agressif. Qui est un acte pas agressif. Seulement contre lui-même, contre tout son entourage. C'est un acte agressif. Il faut que tout le monde l'entende, il faut que Bruno l'entende. C'est un acte agressif pour tout son entourage. Valentine, est-ce que vous comprenez le sentiment de culpabilité? Je comprends un peu dans le sens où celui qui s'est suicidé, c'est un peu le but qu'il recherche en même temps. C'est parce qu'il sait bien qu'il ne sera plus là pour moi. C'est parce qu'il sait bien qu'il ne sera plus là, mais que les personnes qui tiennent à lui vont ressentir quelque chose. Ils cherchent un peu à provoquer peut-être. Il ne sera plus là pour le voir, mais il cherche à provoquer. À faire du mal, alors c'est ce que vous êtes en train de dire, à faire du mal à son entourage. Voilà, moi c'est pour ça que j'en veux tellement à mon frère. C'est parce que je trouve que c'est un acte d'abord lâche, ensuite égoïste, mais surtout agressif. Votre histoire après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Votre conjoint vous trompe, mais vous restez parce que vous l'aimez. Votre conjoint vous mène la vie dure, mais vous ne voulez pas le quitter. Votre conjoint est ou a été hors la loi, vous en souffrez, mais vous restez quand même. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans Toute une histoire, les histoires d'amitié entre hommes et femmes peuvent-elles exister sans déraper? Oui, pour moi, l'amitié homme-femme, ça existe complètement. L'amitié fille-garçon, ça marche, il n'y a pas d'attirance des deux côtés. Mais dans cette relation à l'équilibre fragile, la séduction prend parfois le dessus. C'est le cas pour Ingrid et Cédric. Quelque part, tu as trahi ton meilleur ami, j'ai trahi mon fiancé. Vous pensiez que dès le départ, vous vous étiez trompé, vous aviez confondu l'ami et l'amant? Peut-être c'était de l'amour et qu'on ne s'en est pas rendu compte, quoi. J'ai le sentiment que les hommes ont plus de mal à mettre la limite entre l'amitié et l'amour. J'ai l'impression que les femmes, elles sont un peu plus sages que nous. On s'en mêle peut-être un peu plus. Vous êtes toujours amoureux de votre meilleur ami depuis 30 ans? Voilà. Vous êtes embrassé sur la bouche? Non, pas encore, malheureusement. Pas encore? Ah. Mais je ne désespère pas. Votre frère Joël Valentine s'est suicidé par amour à la suite d'une rupture amoureuse. Aujourd'hui, nous parlons donc du suicide par amour et du dégât que ça cause, aussi bien pour les conjoints que pour les parents, que pour la sœur en l'occurrence, puisque c'était votre frère. Il avait quel âge? Vous aviez quel âge au moment où c'est arrivé? C'est arrivé il y a 6 mois et il aurait eu 30 ans au mois d'octobre. Il était très amoureux? Oui. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé avec ses amis, les gens qui l'entouraient, parce qu'on ne vivait pas ensemble, lui et moi, avec ma grand-mère qui le voyait souvent. Et ils m'ont dit qu'il s'était beaucoup attristé pour cette fille-là. C'est une longue histoire qu'il avait connue avec cette fille? Je pense qu'on parle plutôt en mois. Ah oui, pas en année, c'est pas... Ouais. Pas en année, mais il n'a pas connu beaucoup de filles. Hein. Je pense qu'il a rencontré celle-là et qu'il a vraiment accroché avec elle. Et arrivé à presque 30 ans, il s'est peut-être dit que c'était l'amour de sa vie. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a interprété ça, mais je sais bien qu'il en était très amoureux. Ce n'était pas son avis à elle? Non. Elle l'a quitté. Expliquez-nous en quoi c'est un manque de courage pour vous. Parce qu'il a affronté énormément de choses. Il a eu une vie très difficile. Il a eu des problèmes bien pires que ça. Il a tout traversé vraiment la tête haute, avec le sourire toujours. Et puis là... après avoir tenu le coup jusque-là, il lâche prise. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en plus de ça, pour moi, la vie, c'est pas rien que l'amour. Il y a des gens qui sont célibataires et qui le vivent très bien, qui sont très heureux comme ça.
Et lui, non, pour elle, elle n'en valait même pas la peine. Elle ne le respectait pas, elle ne l'aimait pas. Lui, peut-être qu'il ne le voyait pas. Pardon ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce qu'elle lui a manqué de respect dans beaucoup de... Qu'est-ce que ça veut dire manquer de respect, dans quelle espèce ? Déjà, elle est venue se présenter au funérarium avec son petit ami, je pense. Elle le tenait par la main. J'étais la seule à savoir qui était cette fille-là. Et j'avais toujours dit, si je la vois arriver, je ne veux pas qu'elle vienne faire son cinéma après le mal qu'elle lui a fait. J'ai voulu la mettre dehors, mais ma maman m'en a empêché. Donc j'ai préféré sortir du funérarium. Si vous pouviez parler à votre frère aujourd'hui, vous lui diriez quoi ? Je lui dirais que je lui en veux réellement. Je lui en veux d'avoir abandonné sa famille, d'avoir abandonné sa petite sœur. J'ai 4 frères, c'était lui le plus vieux, moi je suis la plus jeune. Et je lui en veux, je suis dégoûtée de ce qu'il a fait, vraiment. Vous avez déjà vraiment aimé Valentine du haut de vos 21 ans ? C'est assez subjectif parce que tout le monde peut voir vraiment aimer d'une manière différente. Vous avez l'impression d'avoir déjà eu un chagrin d'amour ? Ça, oui. Oui. Comment vous avez relevé la tête, vous ? Parce que, comme je dis, je pense qu'il y a plein d'hommes sur Terre et que même s'il y en a un si c'est fini avec un, il y en aura des autres. Si on est capable d'aimer, on pourra aimer plusieurs fois. Quand vous entendez Bruno s'exprimer, ça vous provoque j'imagine, la même colère en vous ? C'est pas tellement de la colère. Bruno, je ne sais pas si je vais dire la vérité, mais je pense qu'il se complaît un peu dans sa souffrance. Comme je dis, il faut la volonté. Il faut savoir se séparer, il faut savoir mettre une limite entre l'histoire passée et l'histoire présente. Tourner la page pour en écrire d'autres très belles. Voilà, exactement. Et pour ça, il faut de la volonté. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment la volonté. Non, j'ai perdu la volonté de toute façon. Nadine, en tout cas, elle essaye d'aller de l'avant et pourtant, elle a vraiment touché le fond. Lorsque son mari lui annonce qu'il la quitte pour une autre, après 29 années de mariage, avant de fêter symboliquement les 30 années de mariage, tout s'effondre, la vie ne vaut plus d'être vécue, elle tente de se suicider. Et pourtant, la vie reprend le dessus. Vous êtes là aujourd'hui et vous êtes à nouveau amoureuse d'un autre homme. Comment ? La réponse dans ce reportage. Jean-Claude a été le premier homme de ma vie. Et durant toutes ces années de mariage, le seul homme de ma vie. C'était des sentiments à cette époque-là d'amour total, de grandes découvertes. C'était le bonheur. J'avais accompli mon rêve de jeune fille. J'avais trouvé l'amour partagé. Au bout de 2-3 ans de mariage, on ne pense pas à une éventuelle séparation quand même. J'avais pas en moi le sentiment de fonder une famille pour la défaire après. Pendant 29 ans, Nadine et Jean-Claude ont vécu un mariage heureux et ont eu 3 enfants ensemble. Mais le soir du 31 décembre 2002, le bonheur de Nadine avec Jean-Claude va subitement prendre fin. Il m'a dit j'ai rencontré quelqu'un et là j'ai pris une claque, j'ai pris une grande claque. Tout a basculé, tout s'est écroulé, j'ai perdu tout sens à ma vie. J'ai perdu, je vais dire, ma moitié. Et là, ça a été le début de la fin. J'avais plus rien. J'avais plus rien qui me retenait. À cette époque, Nadine ne se remet pas de cette rupture. Elle fait 3 tentatives de suicide en 4 mois. À chaque fois, ça se passait de la même façon. Je prenais mes boîtes de médicaments, divers médicaments. Je prenais les photos, essentiellement ma photo de mariage et une photo des enfants. J'avais fait aussi des courriers aux enfants et à mon mari, des genres de testaments en fait. Et je voulais mourir. Ces 3 tentatives de suicide ont échoué. Depuis 6 mois, Nadine vit une nouvelle histoire d'amour avec Alain. Te sens-tu heureuse maintenant ? Je vais te répondre oui. Je me sens heureuse de vivre et de revivre. C'est même pas de vivre, c'est de revivre. C'est une renaissance quelque part. Et je t'en remercie parce que tu y es pour beaucoup. Nadine est aujourd'hui heureuse, mais Isabelle, sa fille aînée, n'arrive pas à oublier que sa mère a voulu mourir. J'ai pensé que tu étais un peu égoïste parce que tu nous avais oubliés. T'as pas pensé que tu allais nous laisser ? J'étais trop dans ma bulle d'amour. Mais voilà, t'as pas pensé que ça ferait du mal à tous les gens de l'entourage, de la famille, nous, tout le monde. Et c'était pas facile d'appeler tous les soirs et d'avoir peur que tu répondes pas. Ah bah oui, j'imagine. C'est vrai qu'aucunement j'ai pu penser que je vous ferais du mal à vous et que vous aviez besoin de moi, et ça, je vous en demande pardon.
was silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Et alors là, on applaudit le souffle de vie, c'est ça? Qu'est-ce que vous ressentez en voyant tout ça? Je ne suis pas sûre de pouvoir parler, là. Il était -5, hein? Ouais. Ou -2 même. Peut-être même moins la moitié de la moitié. Oui. Ouais. Mais je trouve que mon histoire se rapproche un peu de celle de Bruno. J'ai connu un homme, j'ai été mariée pendant 29 ans. Certainement que je l'ai idolâtré quelque part. Et je me suis dit, il n'est plus là, il s'en va, il fait son choix. Et j'ai craqué, j'ai perdu 17 kilos en un mois, j'ai été hospitalisée. Mais la remise en cause après presque 30 ans de mariage, c'est quelque chose, hein, d'avoir le courage de recommencer une nouvelle vie, puisque votre mari recommençait une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'il faut se remettre en question, Et ça s'est passé sur 3 ans, ça fait 3 ans et demi maintenant. Et pendant 3 ans, ça n'allait pas du tout, puisque Isabelle me téléphonait tous les soirs. Et dans le reportage, on a fait quelque chose de magnifique, c'est qu'on a discuté, mère et fille, comme jamais on avait discuté. Il faut discuter. Et je suis convaincue, je voulais mettre fin à mes jours. Bon, je vais dire entre guillemets, je regrette pas ce que j'ai fait, puisque c'était un moment où j'étais saine d'esprit. Je regrette maintenant de l'avoir fait, mais à l'instant passé, il n'y avait pas de regret. Juste après? Oui. Et aujourd'hui, vous comprenez que ça aurait fait du mal, même si ce n'était pas pour vous dans le but de faire du mal, que c'est un acte agressif, même si vous ne l'aviez pas considéré comme tel. Ah oui, puis même qu'un amour de 29 ans, même plus que ça, puisque je l'ai connu à l'âge de 16 ans, qu'un homme ou une femme, disons un être humain ne mérite pas qu'on se sacrifie pour lui, parce que c'était quelque part un sacrifice. Alors que, par contre, il y avait mes enfants, mes 2 enfants aînés qui étaient quand même âgés, puisque le deuxième a maintenant 24 ans, je les considérais comme élevés, je les considérais comme n'ayant plus besoin de moi. J'avais rempli mon rôle. Et j'ai un 3e enfant qui est un enfant polyhandicapé, et je le confiais à son papa. Donc pour vous, on n'avait plus besoin de vous. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Bruno aujourd'hui, au regard de votre expérience? Bruno, accroche-toi et dis-toi qu'il ne faut surtout pas baisser les bras. Surtout. Parce que cette personne-là, certainement que tu l'as aimée très fort. Et moi, j'ai un recul de 29 ans, même de plus que ça. Tu vois, j'ai un recul de plus de 30 ans de mariage, sans période où ça a pété. Hein. C'est bon, comme dans tous les couples. Mais j'ai 3 choses qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait, il n'en valait pas le coup. Enfin, je dis bon, maintenant, il m'est indifférent, hein, donc je peux en parler à l'aise. Mais la réaction des enfants, Isabelle qui me téléphonait tous les soirs parce qu'elle était à Marseille, tous les soirs. Et comme elle l'a dit dans le reportage, c'était pas pour savoir me donner des nouvelles, c'était pour savoir « Maman, est-ce que tu as mangé ? Maman, comment tu vas ?» Donc, quelque part, elle a dit dans le reportage, je lui ai un peu bousillé 3 ans de sa vie, mais donc à la fin du compte... Ça, c'est la première raison. Mais à la fin du compte, elle a sa maman encore. Oui, ça, c'est la bonne chose. Vous êtes bien battu, vous. Ah oui. Oui. La deuxième chose. La deuxième chose, j'ai eu des interventions chirurgicales liées à un état de santé qui n'était pas bon, et j'ai eu 3 semaines de repos total, mais sans soins, du repos post-opératoire. Et là, ça a bien gambergé là-haut, et j'ai bien réfléchi, tout en brodant. Après, j'ai eu un cauchemar, j'ai fait un cauchemar, et après, j'ai eu besoin d'aller sur la tombe de mes beaux-parents. Et sortie de là, je ne peux pas expliquer comment, hein, je suis pas croyant, paranormal, j'ai fait le deuil de mon mariage. C'est-à-dire que vous dites que tous les mois, il y a toutes sortes de chemins qui mènent à Rome, qui redonnent le souffle de vie. J'ai fait le deuil de mon mariage après ces 3 choses-là et après ces 3 années. Et comme par hasard, 15 jours après, j'ai rencontré quelqu'un. Pourquoi vous affirmez aujourd'hui que désormais mourir par amour, c'est bon pour les tragédies antiques ou pour les films? Parce que ça rime à rien. Par rapport à tout le mal qu'on fait à côté, on se libère soi. C'est un acte, je dirais, courageux, parce qu'il faut le faire. Bon, et encore, moi, je ne l'ai pas fait par la violence, parce que je voulais surtout pas de violence. Donc, entre guillemets, c'est courageux. Mais alors, c'est égoïste, c'est lâche. Ça fait du mal autour de soi. Ça fait du mal autour de soi, donc l'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Ça rentre dans vos oreilles ou ça rebondit? Ça rentre.
mais j'enregistre, mais... Vous décrypterez plus tard, sans doute. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que je trouve que ce n'est ni courageux, ni lâche. C'est simplement la constatation, à un moment donné, d'une grande douleur et d'une incapacité à trouver une autre issue. Et à ce moment-là, la personne ne se pose pas la question de savoir s'il est courageux ou s'il est lâche. Il fait la seule chose qu'il puisse trouver. Mais cette conversation qu'on a aujourd'hui en présence de Bruno, vous n'avez pas pu l'avoir en présence de votre fils ou avec votre fils? Non. Pas véritablement. Donc aujourd'hui, Bruno est là, il est bien vivant. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, vous? J'ai envie de lui dire de continuer d'avancer et de croire qu'il peut avoir un avenir, mais pour pouvoir avoir cet avenir, il faut qu'il se mette dans une situation de pouvoir le recevoir. Tant qu'il est dans cette idée morbide, personne ne va aller vers lui. Mais s'il veut rencontrer, il faut qu'il ait cette capacité à recevoir les regards, les sourires. Oui. Et encore bravo pour vos dessins, c'est vraiment magnifique. Et je remercie aussi Nadine pour cette note d'optimisme avec tout ce que vous avez traversé. Merci à tous d'avoir accepté d'aborder ce sujet douloureux. On ne peut pas juger ceux qui partent, on ne peut pas juger ceux qui restent. Je crois qu'on peut tout de même se dire qu'aucun amour ne vaut d'y laisser la vie. Il y a forcément une autre issue. À très bientôt. Merci.